Il va être 15h45, vous écoutez France Inter, et naturellement, maintenant, c'est le moment de Marie-Odile, Mademoiselle Science Inter, qui va nous révéler enfin, à 15h45 tapante, de quelle petite bête il s'agit. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, si je vous disais de vous mettre dans la peau d'une fourmi, comment imagineriez-vous votre vie? Oh, très difficile, avec des insecticides et puis des petits morceaux de sucre très sympathiques. Ouais, les insecticides justement, elles sont très très fines, les fourmis, elles savent très Moi bien aussi. s'en défendre, vous aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui a voulu se mettre dans la peau d'une fourmi, justement. Faut le faire. Mais pour se mettre dans la peau d'un animal aussi loin de nous, il faut d'abord l'observer avec beaucoup de constance. Ensuite, il faut se documenter en allant à la rencontre de spécialistes. C'est un travail énorme. Il faut, vous vous en doutez, beaucoup de constance et de patience. C'est le cas de Bernard Werber, mon invité. Il est journaliste scientifique et son métier lui a permis, entre autres, de faire des reportages sur les fourmis. Mais surtout, il s'est lancé dans la vie de romancier. Il a écrit son premier livre qu'il a intitulé, devinez comment? La vie des fourmis. Les fourmis, tout simplement. Alors si vous Pas avez... original. Oui, mais ça suffit, ça suffit. Et si vous avez le malheur de le commencer, eh bien vous ne le quittez plus, c'est la nuit blanche assurée. Bernard Werber, bonjour, vous êtes un passionné de fourmis, vous les connaissez visiblement très bien. Alors comment s'est passée cette inoubliable rencontre entre les fourmis et vous? Eh bien, tout simplement d'abord, comme beaucoup d'enfants, je me suis mis dans le jardin, et puis dans le jardin, c'est la chose la plus vive, la plus animée. C'est-à-dire, pour un enfant qui n'a pas de télévision, la meilleure animation qu'il pourra trouver dans la nature, c'est une fourmilière. Réaction de la plupart des enfants, quand ils voient une fourmilière, c'est d'abord de mettre une brindille. On agite la brindille, on agrandit le trou, et à ce moment-là, on voit une animation, et on voit toutes ces choses qui bougent, qui courent dans tous les sens, et on se dit, tiens, ça nous fait penser à notre monde, vu d'hélicoptère ou vu d'avion, et on se dit, tiens, si c'est comme notre monde, regardons qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors on se penche un peu plus, et puis on voit, elles transportent des œufs, elles se battent, elles ont l'air de discuter, elles vont chercher des choses. Si on fait un nouveau trou, il se passe encore une nouvelle réaction. Oui, mais alors vous êtes journaliste scientifique, vous avez donc rencontré aussi des entomologistes qui ont étudié les fourmis. J'ai eu cet emplacement privilégié qui m'a permis de rencontrer les meilleurs. Les spécialistes. Oui, les spécialistes. Et j'ai pu en plus voyager pour les rencontrer en Indonésie, en Afrique, aux États-Unis. Vous avez été aussi à la rencontre des fourmis? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces de fourmis. Oui, là où j'ai eu la rencontre la plus, forte, c'était en Afrique, en Côte d'Ivoire. À l'époque, j'avais eu un prix pour la meilleure idée de reportage et on m'avait financé le voyage en Côte d'Ivoire. Et là, dans le centre écotrope de Lamto, j'ai pu suivre des troupes de fourmis magnons. Et les fourmis magnons sont ces fourmis qui sont un peu le ravage de l'Afrique. C'est une des colonnes qui avancent et qui attaquent les villages. Et on les a suivis, comme on suit la troupe d'Attila dans ses dégâts, et c'était aussi passionnant. Vous les décrivez, ces fourmis magnans, dans votre livre, oui. Et elles sont terrifiantes, parce qu'en effet, vous les décrivez comme des espèces de coulées noires, des coulées d'acide. Les fourmis magnans, elles ont des grandes mandibules, coupantes comme des lames de rasoir, et avec ça, elles attaquent tous les petits animaux qui courent devant elles. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de colonne, avec à l'avant un entonnoir, qui ratisse tous les animaux qu'il y a devant. Et on entend de loin les cris de tous les animaux qui s'enfuient devant... Vous les avez entendus? Oui. Quand ces fourmis arrivent dans les villages, oui. Il est vrai que vous dites que les gens s'en vont, s'enfuient, parce qu'il faut qu'ils sauvent leur peau à ce point-là? Disons que la masse de fourmis magnans avance à peu près à 4 km/h, donc il suffit de courir et on l'évite. Mais... les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des bassines d'eau avec du vinaigre, ils mettent les pieds des chaises dedans et ils mettent tous les aliments dessus. Ils espèrent que les fourmis vont mourir dans l'eau vinaigrée, ce qui se passe d'ailleurs, et qu'elles vont renoncer à passer. Mais parfois, elles font des ponts et elles arrivent à passer malgré tout dans l'eau vinaigrée. D'ailleurs, cette colonne arrive à traverser des petits ruisseaux en créant des ponts de cadavres et elle passe sur ces ponts. C'est, c'est l'avantage de la multitude. C'est-à-dire que la reine pond tellement d'œufs tous les jours qu'ils peuvent se permettre tous les luxes de gaspillage d'ouvrières et de soldats. C'est pour ça qu'ils attaquent des objectifs bien plus importants que ce qu'ils pourraient normalement attaquer. Donc, vous êtes fasciné par les fourmis, vous Pas avez seulement par les fourmis. Oui, mais là, en l'occurrence, vous accumulez les informations, et un jour, vous vous dites, je vais faire un roman. Comment ça se passe dans votre tête? Au départ, je voulais faire une petite nouvelle, et à vrai dire, c'est la nouvelle elle-même qui m'a inspiré. Je me suis dit, mais je suis sur un continent d'imaginaire qui est à peine exploré et sur lequel il y a plein de choses à raconter.
Et en plus, par chance, on n'a pas raconté grand-chose sur les fourmis. Jusque-là, bon, il y a La Fontaine, il y a Henri Fabre, mais c'est une vision soit caricaturale, soit une vision extérieure. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, tiens, si on se mettait à la place des fourmis, pour voir comment elles vivent au jour le jour, comment ça se passe dans les couloirs, comment ça se passe avec les collègues qui veulent transporter de la nourriture, qui bloquent, qui vous laissent passer, qui ne laissent pas passer. Par exemple, une idée qui était intéressante, c'est que la fourmi marche à l'envers. Elles ont des sortes de petites griffes et en dessous, il y a des tampons collants qui leur permettent de marcher au plafond. Comme les mouches. Comme les mouches. Et qu'est-ce qui se passerait si, alors que je me balade dans un couloir, tout d'un coup, tiens, je monte sur le mur, puis je monte sur le plafond, et là sur le plafond, je rencontre d'autres personnes, puis en dessous, il y a d'autres personnes qui passent. C'est une vision complètement différente de la circulation, par exemple, dans le métro. Si on imagine une fourmilière, c'est un métro dans lequel il se passe une vie en 3 dimensions. Et c'est bien plus riche, il y a plein de... j'ai installé chez moi une fourmilière pour justement connaître les situations, tout simplement pour avoir les scénarios du livre. Mais ça veut dire quoi, installer chez soi une fourmilière? Ah, c'est pas simple, je peux vous quoi, le dire. C'est dans la cuisine? Non, c'est un aquarium complètement fermé, parce qu'elles sont rudement douées pour s'évader. Et la plupart des gens se plaignent, ils n'arrivent pas à se débarrasser leurs fourmis. Moi, je peux vous dire, j'ai beaucoup de mal à les installer à la maison. Et à les garder. Et à les garder, parce que c'est fragile, et en plus, elles ne mangent pas n'importe quoi. Si vous les enfermez dans une boîte, c'est normal. Ah, c'est pas une boîte, c'est grand, ça doit faire, 80 cm sur 50 cm. C'est comme un bel aquarium à poissons, à part que il y a du sable, et il y a une sorte de système qui leur permet de rien cacher. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'aquarium, il y a un aquarium plus petit qui pousse tous les couloirs sur le côté. Et donc il y a une lampe à l'intérieur, et je vois tout l'intérieur des couloirs. Comme ça, je peux suivre en permanence ce qui se passe dans cette ville. Et c'est une ville où il se passe des choses comme dans Paris ou dans n'importe quelle autre ville. Et vous restez des heures devant votre aquarium? Non, en général, ce qui se passe, c'est plutôt que je tape, j'écris mon roman, et puis de temps en temps, quand j'ai pas d'inspiration, mon regard se perd naturellement vers cette petite planète qui est sur ma gauche. Et puis tout d'un coup, mon regard est attiré, je sais pas, elles ont l'air de se faire des bisous, ou elles ont l'air de se battre, ou elles ont l'air de vouloir transporter un gros morceau. Et il faut pas croire que la fourmilière, c'est un monde logique, intelligent. Par exemple, ce matin, je regardais une fourmi qui essayait de dégager une branchette. Elle s'y est prise à 3-4 fois. Bon, elle n'y est pas arrivée, elle est allée chercher une copine. La copine, elle est venue, elle a vu que c'était trop difficile, elle lui a dit renonce. Vous l'avez vue aller chercher une copine? Oui, elle est allée discuter, et puis elles sont revenues toutes les deux. Bon, on peut conclure qu'elle est allée la chercher. Elle l'a aidé un peu à transporter la branchette, elle a vu que c'était pas possible. Elle lui a dit débrouille-toi toute seule, un peu, on pourrait imaginer. Et l'autre, elle est restée à nouveau toute seule à tirer cette branchette. À 10h, elle avait commencé, à midi, elle y était encore, et ça avait à peine bougé de 5 cm. Donc les fourmis sont persévérantes? Elles sont persévérantes, ça c'est leur première caractéristique, c'est-à-dire elles ne renoncent pas. Quand elles ont une idée, elles y vont. Ce qu'il y a, c'est que, contrairement à nous on essaie parfois de trouver une méthode qui nous facilite le travail. La fourmi, c'est plutôt son opiniâtreté qui est une forme d'intelligence. Ouais. Mais alors, vous avez votre fourmilière chez vous, et vous avez pu observer des phénomènes particuliers? Oui, l'une des histoires les plus amusantes et tragiques qui s'est passée dans la fourmilière, c'était une guerre entre 8 reines. J'avais fait l'erreur au début où j'installais des fourmilières un peu comme ça au hasard, c'est-à-dire que je prenais une fourmilière en forêt, puis j'en mettais un pot et je regardais ce qui se passait. Et par hasard, j'avais pris 8 reines. Et il s'avère que l'espèce n'admettait qu'une reine. Alors au début, elles ont fait semblant, on se tolère. C'est pas comme ça dans toutes les espèces? Non, il y a certaines espèces où il y a 200 reines, notamment les fourmis d'Argentine, qui nous ont été amenées dans les années 1900. Et les fourmis naines, voilà, que vous décrivez. C'est cela. Et les fourmis rousses, donc qui sont celles qui sont installées dernièrement à la maison, mes petites locataires, n'admettent qu'une reine. Je ne le savais pas tout de suite. Et je l'ai appris, à leur dépens, puisqu'elles se sont battues. Il y a une sorte de guerre civile, où une première reine, que j'avais nommée Catherine de Médicis, parce que c'était déjà la plus violente et qu'elle avait l'air de vouloir se battre à tout prix, a profité d'instant inattention des autres reines pour les traîner et les noyer. C'est-à-dire qu'elles se sont mises à plusieurs soldates et elles ont enfoncé la tête de la reine jusqu'à ce qu'elle se noie. Bon, c'est l'anthropomorphisme d'imaginer que c'est une guerre civile. Ça, vous l'avez vu? Mais j'ai vu ça, je ne sais pas quelle est l'explication. Et elles sont toutes mortes, toutes les autres. Il n'y en a qu'une qui est restée. Non, l'histoire est un peu plus compliquée. Elles ont pris les 5 premières, les 2 dernières sont défendues, et il y en avait une qu'elle croyait morte, qui est sortie du dépotoir, parce que les morts, ils les amènent, ils n'ont pas de cimetière, ils les mettent au dépotoir à ordures. Ah ben il y a quand même une boîte à ordures alors. Voilà, ça c'est le premier truc qu'elle construit, c'est la boîte à ordures, et après la cité est construite à côté. Et cette reine est arrivée à monter un petit groupe, et
a tué Catherine de Médicis. Enfin, c'est la première reine qui avait commencé les hostilités. Le problème, c'est que cette reine était stérile et que, bon, j'ai vu au bout d'un moment, il n'y avait pas d'œufs, il y avait un problème, une sorte de stress. On sent, toutes les fourmis sont un peu nerveuses. C'est extraordinaire qu'une reine soit stérile, ça arrive souvent? Ça arrive partout, les fourmis sont malades comme nous, peuvent être, je sais pas, peut-être folles comme nous. C'est un monde qui est diversifié dans lequel peut tout arriver. Il existe 12 000 espèces de fourmis, chacune a un comportement différent. Il y en a qui sont débiles, il y en a qui sont très intelligentes, il y en a qui sont feignantes. Excusez-moi, mais est-ce que vous arrivez dans votre fourmilière à en situer une ou quelques-unes en particulier que vous suivez dans leurs ébats? Pour les suivre, parfois je les marque avec du vernis à ongles quand je veux en suivre, mais sinon je suis un événement précis, c'est-à-dire qu'un matin je vois qu'il y en a une qui commence à faire un travail, je la regarde. Et je la quitte pas des yeux jusqu'à ce que j'ai vu où c'est que le ministre travaille. Et puis sinon, j'utilise une petite caméra pour filmer, et après je me le repasse et j'essaie d'analyser pour voir bien dans l'image tout ce qui s'est passé. Si on veut faire une fourmilière, est-ce qu'il ne faut pas simplement, au départ, avoir une reine qui va pondre et puis qui finalement va construire sa cité? Mais c'est le plus dur, avoir une reine. Parce que si vous prenez une fourmilière dans votre jardin ou dans la forêt, vous avez quand même 90% de chances de ne pas voir la reine. La reine est vraiment disposée tout au fond, et dès qu'il y a la moindre alerte, la reine s'enfonce encore plus profondément. Alors si on veut avoir la reine, il faut pratiquement creuser une petite tranchée. Comment vous avez fait, vous? J'ai fait ça, j'ai creusé une petite tranchée tout autour, et puis on avance doucement jusqu'à ce qu'on arrive à dégager la loge nuptiale qui se reconnaît un peu plus large, et puis il y a des œufs, il y a des choses qui se passent. Et elle se défend quand vous vous approchez? Ah oui, ils sont très énervés. Justement, en Afrique, on a cherché la reine des Magnans, qui est beaucoup plus grosse, qui pond encore beaucoup plus d'œufs que les reines européennes. Et dès qu'on a commencé à s'approcher de la loge nuptiale, les fourmis Magnans nous ont attaqués, elles ont des mandibules coupantes. On était recouverts de ces fourmis. Je peux vous dire, ça fait une impression très bizarre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y avait des collègues qui m'ont sorti quand même du Vous aviez trou. des blessures? Non, pas du tout, parce qu'en fait, leurs mandibules sont si petites, ça fait un peu comme une grande séance d'acupuncture, mais il n'y a pas de sang. Ça pique partout, quoi. Ça pique partout, mais c'est pas dangereux. Le danger, c'est il n'y a pas de venin ou de... Non, le danger, c'est qu'elle rentre dans le tympan. Là, vous percerez le tympan, ou qu'elle rentre dans les narines, ou... Voilà. Ah oui, vous avez des descriptions épouvantables, d'ailleurs, des fourmis qui rentrent par tous les trous, et alors elles creusent de l'intérieur. Pour elles, un animal, c'est un problème dont il faut trouver... C'est une sorte de labyrinthe où il faut trouver l'issue. Alors, disons si une fourmi s'attaque à un très grand animal, un lézard par exemple, pour elles, c'est un dragon, elles vont être obligées de chercher partout, par où on peut rentrer là-dedans. Et bon... La pauvre bête se fait souvent pénétrer de l'intérieur par la bouche, par les oreilles, par les yeux, et c'est comme ça qu'elle chasse. Il y a une scène assez taurine d'ailleurs de Pagnol, dans laquelle on voit ces fourmis qui s'attaquent à une sauterelle, et on voit peu à peu la sauterelle qui se fait envahir de l'intérieur, et elle est affolée. On ne peut rien faire contre un ennemi qui est à l'intérieur. On peut faire quelque chose contre un ennemi qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est foutu. Vous dites dans votre livre à un moment donné que la fourmi... existe sur Terre depuis, je ne sais plus 100 millions d'années. 100 millions d'années. Oui, c'est les premières fourmis qu'on a trouvées dans l'ambre de la Baltique, datent d'à peu près 100 millions d'années. Mais quoi, on a des fossiles de fourmis? Voilà, on a des fossiles de fourmis. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles sont similaires aux fourmis actuelles. C'est-à-dire que sûrement, elles vivaient en tribu, en société moins organisée, moins sophistiquée que les fourmilières actuelles, parfois comprennent 50 millions d'individus. Donc c'est quand même des grandes villes. Elles vivaient plutôt par tribus de 10-20. Mais elles avaient déjà tout préparé pour la fourmi moderne. Mais il n'y avait peut-être pas autant d'espèces aussi? Non, il n'y avait peut-être pas autant d'espèces. On dirait que c'est une espèce de guêpe solitaire qui à un moment a perdu ses ailes, qui peu à peu a muté pour arriver à la fourmi. De la même manière que le singe a muté pour arriver à l'homme. Demain, vous allez nous décrire ces sociétés de fourmis, comment elles sont organisées. Avec plaisir. Ça, c'est extraordinaire aussi. C'est quand même... la fourmi et l'homme sont sûrement les deux formes d'organisation sur Terre les plus sophistiquées. À demain, Bernard Werber.